Il est temps que je vous parle de mes dernières lectures du mois de janvier. J'ai 5 petits livres à vous présenter, donc je ne vais pas trop m'attarder et on va y aller. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture. C'est une vidéo que j'adore vous tourner parce que je vous parle de concret sur les livres que j'ai lus et je peux là, à ce moment même, vous dire les livres que j'ai aimés, les livres que je n'ai pas aimés. Comme d'habitude, je vais vous les présenter dans l'ordre de lecture dans lequel je les ai terminés au quotidien et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Vous savez, tout le blabla qui permet de soutenir les créateurs que vous suivez. C'est hyper important pour l'algorithme et c'est la meilleure façon que vous pouvez faire pour nous soutenir gratuitement. Trêve de blabla, on va commencer par un livre que vous attendez tous et toutes. Le second tome de la maison aux ailes déployées, donc la maison au cœur exalté de Olivia Wildestein, qui m'a été envoyé en service de presse par les éditions Corrigan. Ai-je mieux apprécié ce tome 2 par rapport au tome 1 ? Vous attendez la réponse certainement. Et malheureusement, si j'ai un peu mieux apprécié ma lecture, on reste sur une saga qui me déçoit et je ne souhaite pas découvrir la suite. Toutefois, je ne doute pas que cette saga peut plaire à beaucoup de monde et mon avis est strictement personnel, c'est-à-dire que si je n'aime pas un livre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le lire. C'est pourquoi je vais vous expliquer les points qui m'ont dérangé, mais aussi les points qui m'ont quand même plu, parce que oui, dans tout livre, il y a toujours un petit peu de positif. Je ne pourrais pas vous refaire un résumé complet du tome 1, étant donné que comme je n'ai pas apprécié cette histoire, j'ai tendance à oublier les éléments. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y suit Fallon, une jeune femme qui a diverses relations, qui a une histoire de famille un peu compliquée, qui a toujours rêvé d'être reine et qui a crushé dans le tome 1 sur le prince Dante. Elle a une histoire un petit peu secrète avec celui-ci, celle-ci n'est absolument pas bien vue et un jour on va lui donner une prophétie et on va lui dire il faut que tu libères des corbeaux et quand tu as rempli cette mission, eh ben tu deviendras reine. Et elle croit que du coup elle va devenir la reine en épousant le prince Dante. C'est un résumé très bref. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai toujours peur de spoiler et comme je vous ai dit, c'était pas forcément l'histoire de l'année à mes yeux. Donc de ce fait, je préfère oublier quand c'est comme ça et me concentrer sur des livres qui me bottent beaucoup plus. Et croyez-moi que dans cet update, il y en a des livres qui m'ont beaucoup plus botté que celui-ci. Malgré tout, on est sur une histoire qui se lit très vite. La plume est fluide dans le sens où les pages, elles se tournent absolument toutes seules. Et on a énormément de scènes remplies d'humour. Après, il y a certaines scènes qui ont un petit côté drôle, mais veulent-elles être réellement drôles ? Telle est la question. Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense à une certaine anguille. Ceux qui ont lu le roman comprendront mon petit clin d'œil. L'univers, pour moi, malheureusement, il est toujours aussi flou. Je n'arrive pas à cerner celui-ci et je trouve qu'on a une chronologie qui est très maladroite au sein de ce roman. Il y a des éléments qui peuvent manquer un petit peu de cohérence et souvent il se passe un truc et puis après on est là en train de tourner les pages en disant mais pourquoi il se passe ça là maintenant ? J'ai loupé quelque chose ? Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu tout au long de ma lecture. Pour moi, il n'y a clairement pas assez de description pour exploiter le potentiel de l'univers. Parce que oui, cet univers a malgré tout du potentiel. Grâce aux descriptions, si le world building aurait été un peu mieux travaillé, un peu plus développé, je pense qu'on aurait pu mieux cerner les liens entre les différents personnages, les enjeux politiques, tout ça, même si on en cerne quelques-uns, n'abusons pas. Après, j'ai adoré personnellement l'objet livre. Faut dire ce qui est. Les objets livres de cette saga sont incroyables et je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque parce qu'ils sont une très belle décoration. Les personnages secondaires, je les ai trouvés plus intéressants que les personnages principaux parce que Fallon est une héroïne qui est agaçante. Dans le tome 1, elle m'a saoulée clairement. Dans ce tome 2, j'avais acté qu'elle était stupide. Donc étant donné que j'ai acté qu'elle était stupide, elle ne m'a pas plus déçue, elle ne pouvait que me surprendre et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai un peu mieux apprécié cette lecture. Lorcan, lui, c'est un book boyfriend assez différent de ce que je m'étais
imaginer. Et après on retrouve les autres book boyfriends tels que Dante et d'autres personnages qu'on apprend à connaître dans l'histoire. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi. J'ai rigolé dans ce tome parce qu'on a du spicy. Les descriptions de ce spicy m'ont totalement achevé. Je me suis pris des fous rires. Pour moi, il y a quand même un gros point négatif dans cette saga, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent notamment à une saga que j'aime énormément. Je ne peux pas vous citer les points qui ressemblent trop à cette saga, mais si vous avez lu l'univers d'Akotar, je pense que vous voyez ce qui peut être lié à ça et ce qui est assez copié dessus, si je peux dire ça comme ça. Donc ça manque un petit peu d'originalité, hormis l'aspect corbeau bien entendu. Mais voilà, j'avais aucune attente en lisant ce tome 2 et ça m'a fait passer un meilleur moment. Mais on est quand même sur une grande déception. On passe à une lecture assez différente parce que j'ai enfin avancé dans Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, qui est une bande dessinée que j'aime beaucoup avec ses vibes magiques, ses petites créatures enchanteresses, que ce soit les vampires, les sirènes, les licornes, les fées, les monstres, les loups-garous. Enfin voilà, il y a toutes sortes de créatures magiques et on y suit une héroïne qui a toujours rêvé d'ouvrir une petite pharmacie, de devenir fantasticologue, c'est-à-dire qu'elle soigne toutes les créatures qu'elle croiserait sur son chemin qui sont blessées. Pour cela, elle a dû suivre ses études et lors de ses études sur une île mystérieuse en compagnie de quelques camarades et d'un professeur, et disons qu'elle va être face à des secrets de son passé et ces secrets sont fort intéressants et mystérieux. J'ai adoré l'ambiance des 5 premiers tomes, j'avais adoré le graphisme, on est sur ce style de graphisme là. Je vous montre vite fait parce que j'ai pas envie de prendre des planches qui vous spoileraient, mais on a aussi des planches qui sont beaucoup plus sombres. L'ambiance, elle est vraiment parfaite pour l'automne avec cette bande dessinée. Vous êtes au cœur d'une intrigue qui mêle l'enquête et le surnaturel et ça c'est quelque chose qui est passionnant, qui vous tient en haleine. On a une colorimétrie au sein des planches qui varie selon l'ambiance, c'est-à-dire les moments où ils sont plus cocooning entre eux et les moments un petit peu plus sombres où l'enquête se fait plus difficile, où les créatures rôdent autour de vous tout simplement. On retrouve des personnages dans ce tome fort attachants. Et j'adore en apprendre plus sur eux, découvrir leurs intrigues familiales plus particulières, l'évolution du relationnel. Je trouve que toutes les relations dans Sorceline, elles sont complexes, elles sont remplies de bons sentiments et il y a une belle évolution et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très fan du petit côté spooky de cette BD qui est doux malgré tout et c'est ce qui fait que c'est une bande dessinée accessible à tout public, qui est agréable à lire pour les grands comme pour les petits. Après, malheureusement, je crois que ce tome, je l'aime un peu moins bien que les autres. Alors déjà, il faut savoir que le tome 5 était sorti il y a un moment, et de ce fait, quand j'ai lu ce tome 6, je me rappelais pas forcément de tous les tenants et les aboutissants des derniers événements, et je vous avoue qu'un petit rappel au tout début aurait été assez cool pour me remettre en tête vraiment certaines choses qui se sont évaporées de mon esprit. Si je dois reprocher quelque chose à ce tome-là, ce serait tout ce qui touche au rythme de l'histoire. Je trouve qu'on a beaucoup d'actions et il y a pas mal d'éléments qui s'accélèrent au sein du récit et ça interfère un peu dans la compréhension, c'est-à-dire que par moments j'avais pas l'impression de passer d'une scène à une autre et de manquer un petit peu de consistance. Mais ça c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de bandes dessinées et si c'est une saga que j'adore, pour moi ce tome est un peu en dessous des précédents. Je vais pas m'attarder dessus parce que je ne peux pas développer plus sans risquer de vous spoiler, mais toutefois Sorceline reste une excellente bande dessinée pour les grands et petits. Dernière lecture graphique avant de repasser au roman, il s'agit du dernier tome du Grimoire d'Elphie de Audrey Holweth, Charles Alston et Midi Ludwig qui est incroyable. Franchement, je lui ai mis un 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Il faut savoir que Elphie et ses 2 sœurs voyagent au sein d'un bus
qui est un bus bibliothèque qui se déplace de ville en ville. Et lors de leur déplacement, elles y font toujours de très chouettes rencontres. Mais il faut savoir qu'elles ont vécu un drame, les sœurs, vous l'apprenez dans le premier tome. Et elles ont hérité de leur maman chacune de quelque chose. Et Elfie a hérité d'une espèce de grimoire magique. Voilà tout ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler. Mais grâce à ce diamoir, grâce à ce qu'elle écrit dessus, grâce à différents origamis, la magie prend vie au sein de ces aventures. J'ai vraiment adoré les 3 premiers tomes, mais je trouve que ce tome-ci est encore au-dessus des autres et il clôture parfaitement la saga. On arrive dans les Pyrénées et cette fois-ci, l'aventure ne va pas se faire auprès d'inconnus, mais va se faire auprès du grand-père des filles et on va avoir des thématiques assez fortes liées à la famille, aux liens intergénérationnels, mais aussi à la vieillesse et au deuil, et je dois dire que c'était passionnant. Dans cette BD, on a des thématiques qui vont parler à tous les âges et ça c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors il y a des choses qui sont plus accessibles aux jeunes, mais va y avoir des sujets tels que le vieillissement et les maladies qui sont liées à la dégénérescence du corps, qui vont être compréhensibles particulièrement pour les adultes. On a aussi énormément d'amour et de bienveillance qui sont retranscrits dans ce récit. L'amour entre un grand-père et ses enfants, ses petits-enfants, mais aussi l'amour qu'on peut avoir entre sœurs, l'amour qu'on peut avoir lié à une passion. On a une famille qui est atypique dans cette histoire, qui est touchante, qui est passionnante, et vous rajoutez cette histoire familiale à l'enquête et aux soupçons de magie, mais c'est incroyable, ça vous met des étoiles dans les yeux, c'est émouvant. J'ai adoré personnellement découvrir le personnage du grand-père, voir les problèmes de santé liés à l'âge de celui-ci, mais aussi les thématiques qui peuvent se poser concernant tout ce qui est son maintien à domicile et le fait que si on le laisse à domicile, ça va avoir un coût, ça va être de l'inquiétude, mais d'un autre côté il vieillira d'une certaine façon dans son chez lui, dans son quotidien, dans l'environnement qu'il aime, dans celui qu'il a vu vieillir et aussi dans les souvenirs liés à sa famille, mais aussi le fait que peut-être qu'il serait mieux en structure, il serait peut-être plus encadré, mais c'est pareil, le grand-père peut-être que lui se sentirait pas forcément bien dans cette structure. On a aussi la thématique liée au deuil parce que la mère des filles étant morte, Lila a perdu son enfant, quel impact ça a eu sur lui, mais aussi la grand-mère étant décédée des années plus tôt, quel impact a eu le décès de sa femme sur sa vie à lui. Enfin voilà, toutes ces thématiques, elles sont prenantes, elles sont émouvantes, elles sont touchantes. On a un graphisme, mais vraiment splendide, incroyable, rempli de détails, avec des couleurs qui vous en mettent plein les yeux. Regardez-moi ça franchement. C'est bourré de détails, c'est sublime, un régal et on a énormément de dialogues, on a une BD assez conséquente pour son prix. Pour moi le plus dur c'est de dire au revoir aux personnages parce que je me suis clairement attachée à eux. Franchement, pour moi, cette saga, elle fait un carton plein. Le livre suivant est pour moi un coup de cœur. Il s'agit de Savage Bond, donc le tome 2 des Liens de Destin de Djibri. Le premier tome, c'était Broken Bond. On est ici dans une histoire de harem inversé assez passionnant. Il faut savoir qu'on va y suivre notre héroïne, Oleander, qui a été forcée de retourner dans une certaine fac et de vivre avec ses liens avec qui elle doit former un cercle pour compléter celui de la magie. Mais sa fuite a fait que ces liens ont développé un certain ressentiment autour d'elle, mais qu'elle ne peut plus s'échapper, elle ne peut plus fuir et elle est forcée de rester en leur compagnie. Voilà, je vous fais un résumé très bref du tome 1. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, mon avis lecture est déjà disponible, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en parle. Mais cette saga, pour moi, elle est incroyablement addictive. J'ai adoré. C'est Page Turner. Pour tout vous dire, ce livre, je l'ai lu en lecture commune sur mon Discord. Il y avait un découpage de faits, un rythme à suivre et je n'ai pas pu le suivre. J'ai tout dévoré en un seul coup. Je n'ai pas pu m'arrêter. Le récit est trop addictif, on a trop l'envie de savoir. Les personnages, ils sont hyper charismatiques et même si l'univers est assez flou, même si on a quelques maladresses au niveau de la traduction,
Mais c'est une pépite ce bouquin, c'est une pépite. Il faut savoir que dans cet univers, les personnages, ils ont des dons. Ces dons sont liés à une personne et ils sont tous aussi différents qu'il y a de personnes. On a toutes sortes de dons, des plus ou moins forts, des plus ou moins utiles. Mais là, si on en avait un aperçu dans le tome 1, dans ce tome 2, on apprend à les connaître beaucoup plus en profondeur et c'était vraiment passionnant. Je me suis régalée. J'ai adoré aussi le développement du relationnel entre les personnages. Dans le tome 1, il y avait peut-être plusieurs choses qui pouvaient faire tiquer, notamment par rapport à la condition de notre héroïne, le comportement de ses liens, mais plus l'histoire avance et plus on les comprend, plus on la comprend elle aussi. C'est-à-dire que j'arrive pas à dire qu'il y a un côté plus fautif que l'autre. Je trouve que la psychologie est bien faite et c'est prenant. Ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie d'avancer dans cette histoire, ça donne envie de découvrir les secrets de chacun. J'ai aimé me questionner tout au long de ce tome, comme je me suis questionnée dans le tome 1. Qui sera le premier lien à passer le cap avec notre héroïne? Comment ça va se passer? Et que va-t-il se passer? Parce que, vu ce qu'on sait sur notre héroïne, on sait que tout ce qui se passe peut avoir une lourde incidence. Et j'ai aussi adoré cette histoire parce qu'il y a ce petit côté entraînement, lié aux dons, lié au combat. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes lectures, voir tout ce qui touche à l'apprentissage avec les personnages, les voir évoluer, voir à quel point ils sont nuls et à quel point ils peuvent devenir badass, soyons clairs, clairement, utilisant les bons mots. Mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas savoir lire en VO, parce que si je m'étais écoutée, j'aurais lu toute la saga d'un coup, parce que je n'avais absolument pas envie de m'arrêter. J'ai été prise dans une frénésie de lecture avec cette saga. Le besoin de savoir est encore beaucoup plus fort que tout. Si je devais vous faire un petit classement pour ceux qui ont lu cette saga, pour mon harem, je mettrais Norse en premier parce qu'on a ce petit bad boy hyper mystérieux. On sent qu'il est pas tout clean, mais il est pas tout blanc. Et enfin, je le trouve sexy à souhait ce personnage. En second, j'adore Griffon, qui lui aussi est mystérieux, un peu silencieux, un peu en retrait, mais vraiment passionnant. Après, j'aime bien Gab avec son petit côté animalier. Nox, même s'il avait un comportement dans le tome 1 qui m'a répugnée, je le mets en 4e parce que je pense que c'est un personnage qui a beaucoup de secrets et j'ai envie d'apprendre à le connaître plus. Mais il y a un personnage que je ne supporte pas, il s'agit d'Atlas, je le trouve beaucoup trop gentil, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime pas les personnages trop gentils, il me paraît louche et ça se trouve il a rien de louche, voilà, hein, totalement. Mais voilà, mon pifomètre ne le sent pas. Tout simplement. Je vais terminer cette update lecture par Earth Racing de Celia Blomgren, publié chez Nisha, etc. Une petite romance sous fond d'automobile. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. On va y suivre Megan, une jeune femme qui est diplômée d'ingénierie en automobile et elle va enfin décrocher le poste de ses rêves dans une entreprise qui crée des voitures de sport, mais qui ont envie de développer des choses assez écologiques dans la conception de ces voitures, de leur carburant, de leur fonctionnement. Et donc, elle est super contente puisque c'est un challenge pour elle. Mais un hic, il y a Dylan. Dylan qu'elle avait rencontré à l'extérieur et quand elle va apprendre que celui-ci sera l'influenceur qui va devoir vlogger le quotidien de l'entreprise pour mettre celle-ci en avant, ça fait un peu chier Megan, vous voyez ce que je veux dire. Megan, elle va l'accueillir assez froidement puisque elle a un vécu qui fait qu'elle se méfie des hommes et Dylan, lui, a totalement flashé sur la jeune femme. Ils ont quelque chose en commun, ils ont cette passion de la voiture, des courses automobiles qui sont pas légales, attention. Ils ont ce petit truc et il sent que c'est la femme qui pourrait lui convenir, mais faire baisser les barrières à la jeune femme vont être très 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 difficiles. Cette romance, elle est à lire par rapport à ces thématiques. Alors déjà, on a le côté romance, course illégale, voiture. Attention, il y a des trigger warnings liés à la violence conjugale, aux angoisses, à la santé mentale plus globalement. On a tout ce qui est thématique liée à l'écologie, mais ça c'est pas un trigger warning. Mais on a surtout une thématique LGBTQI+, qui est hyper intéressante. Je ne vous dirai pas quelle lettre c'est du sigle, parce que je veux absolument vous laisser la surprise. Mais je veux lire plus de livres dans cette thématique-là, mais avec un peu plus de développement.
je vous explique. Si j'ai adoré les personnages, notamment celui de Megan, qui est une jeune femme hyper touchante avec un parcours de vie très difficile. C'est une héroïne qui a beaucoup de force, je suis admirative. J'ai encore plus aimé le personnage de Dylan, qui est un homme prévenant, qui comprend les femmes, mais d'une façon incroyable. Il est à l'écoute, il est dans la bienveillance, le respect, le consentement, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour moi, ce récit, il a quelques points forts, notamment la bienveillance, parce que les thématiques sont difficiles, les sujets sont hors du commun, et pourtant, on n'est absolument pas dans le jugement. On est tout le temps dans le respect et l'acceptation. Et je dois dire que j'ai été subjuguée par ça. Les personnages, ils sont hyper bien mis en avant. Je trouve qu'on a une assez bonne psychologie. J'ai aimé tous les éléments qui touchent à la course automobile. C'est mon petit point faible en termes de romance. J'ai un petit faible quand ça touche la course automobile. J'ai aimé la douceur du récit malgré les sujets qui sont très difficiles. On a un récit qui est très doux. J'ai aimé tout ce qui touche à la représentation, je vous l'ai dit. Mais attention, j'aurais aussi souhaité par rapport à cette thématique beaucoup plus de développement, notamment sur un certain parcours, parce que je trouve que ça aurait été hyper intéressant, ça aurait rajouté un peu plus de profondeur, et je pense que ça aurait pu aider aussi beaucoup de personnes qui sont concernées par cette thématique. Moi, je ne le suis pas, mais il y a des personnes qui sont concernées par cette thématique, et je pense que voir celle-ci représentée avec beaucoup plus de développement pourrait leur faire du bien. Et voilà, on a vraiment une très douce romance. J'aimerais avoir plus de livres comme ceci dans ma bibliothèque avec ce style de représentation, en découvrir plus. Donc voilà, je peux que vous le conseiller par rapport à ça, à sa diversité, au petit côté pédagogique qu'il peut avoir, et aussi à la romance qui est très très belle. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres qui vous tente dans cette petite sélection, et si vous en avez lu un ou deux ou trois de cette sélection, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis très très curieuse de le connaître. Et en attendant, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre pour me soutenir en des petits emojis livres, puisqu'on est sur un petit update lecture des familles. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao!